Au moins deux choses différentes. La première, c'est une meilleure compréhension des processus sous-jacents à l'intelligence, parce que c'est vraiment la question scientifique principale. Non seulement que veut dire l'intelligence, qu'est-ce que c'est que l'intelligence humaine ou animale, mais en tant qu'ingénieur, comment peut-on la reproduire dans des machines. En fait, la meilleure manière de comprendre l'intelligence, c'est vraiment de la construire soi-même d'une certaine manière. Donc le fait que l'apprentissage, les techniques d'apprentissage automatique en fait soient devenues si prépondérantes dans l'intelligence artificielle est vraiment très satisfaisant. C'est l'option que j'ai prise dès le départ, même avant que je démarre mes études doctorales et tout ça. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'effet sur le monde de ces technologies qui sauvent des vies. Les techniques auxquelles j'ai contribué, les réseaux convolutifs par exemple, sont utilisées dans toutes les voitures. Toutes les voitures vendues en Europe doivent avoir un système de détection d'obstacles qui fait que la voiture s'arrête automatiquement en cas de prévision de collision, et ça sauve des vies, ça réduit les collisions frontales de 40%. Des systèmes très similaires sont utilisés pour identifier les tumeurs dans les images médicales, par exemple les mammographies, des choses comme ça. Et c'est pareil, ça sauve des vies. Et ouais, je trouve ça incroyablement satisfaisant que un programme de recherche très fondamental, en fait, a un impact sur la société très, très direct. Alors, l'intelligence artificielle à court terme et à long terme va amplifier l'intelligence humaine. Elle ne va pas remplacer l'intelligence humaine, elle va amplifier l'intelligence humaine. Un petit peu à la manière de l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, qui a permis aux gens d'apprendre ce qui se passait dans le monde, de se cultiver, et ça a transformé la société. Ça a permis le siècle des Lumières, la philosophie, la science, et puis surtout la destruction du système féodal et l'apparition de la démocratie. La Suisse est certainement bien placée pour le savoir. Donc, l'augmentation ou l'amplification de l'intelligence humaine peut amener à des transformations un petit peu similaires, où les gens pourront être plus productifs, plus créatifs et plus rationnels dans leur prise de décision. Ça ne peut avoir qu'un bon effet si c'est fait correctement. Bien sûr, il y a toujours des scénarios catastrophes qu'on peut imaginer, mais c'est quand même intrinsèquement une bonne chose d'avoir plus d'intelligence plutôt que moins d'intelligence, d'avoir plus de savoir plutôt que moins de savoir. Maintenant, il faut discuter des détails de comment effectivement permettre tout ça. Donc distribuer des systèmes d'intelligence artificielle à un plus grand nombre, faire en sorte que les systèmes d'intelligence artificielle deviennent les dépositaires en fait de la connaissance humaine, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire puissent comprendre toutes les langues, toutes les cultures, tous les systèmes de valeurs, tous les centres d'intérêt. Et il y a un scénario catastrophe dans lequel les systèmes d'IA en fait sont contrôlés par un petit nombre de compagnies ou de pays, et ce sera beaucoup moins profitable disons, au progrès de l'humanité, à la démocratie, etc. Alors, parmi les gens qui ont reçu le prix Nobel, il y a John Hopfield, qui est un ancien collègue de Bell Labs des années 80. Et son article a été incroyablement influent. Et puis l'article l'année suivante de Jeffrey Hinton et Terry Zanowski sur les machines de Boltzmann, qui a aussi été récompensé par le prix Nobel, a aussi été extrêmement influent. Ces deux articles ont réveillé l'intérêt de la communauté scientifique pour les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones étaient devenus un tabou pour, en particulier, les informaticiens et les ingénieurs qui connaissaient l'histoire des réseaux de neurones des années 50 et 60, où les techniques s'étaient heurtées un peu à un mur, et donc les gens avaient progressivement abandonné ces techniques-là. Plus personne ne travaillait sur la question, à part quelques chercheurs au Japon. Plus personne ne travaillait sur les réseaux de neurones entre la fin des années 60 et le début des années 80. Donc leurs articles, en fait, ont ravivé l'intérêt, ont rendu le domaine
de nouveau respectable, si vous voulez. Mais par contre, ce qui est amusant, c'est que les modèles qu'ils ont proposés à l'époque, ce qu'on appelle le réseau de Hopfield et les machines de Boltzmann, ne sont plus du tout utilisés. Ce sont des modèles qui ne marchent pas bien. Ils sont conceptuellement intéressants, mais au niveau pratique, il n'y a eu aucune conséquence à long terme. Les modèles qu'on utilise maintenant utilisent une autre technique à laquelle Geoffrey Hinton a contribué aussi, et moi aussi, donc c'est intéressant en fait de récompenser ça. C'est plutôt l'influence. Alors maintenant, le deuxième article sur le repliement protéine récompense un certain nombre de méthodes basées sur le deep learning et les réseaux de neurones. Un des receveurs du prix Nobel, des lauréats, David Baker, en fait, travaille depuis très longtemps sur la question du repliement de protéines et de la structure des protéines, sans utiliser de réseau de neurones au départ. Et puis bon, c'est venu plus ou moins progressivement. Plusieurs groupes de par le monde ont travaillé sur l'utilisation du deep learning et des réseaux de neurones pour la prédiction des structures de protéines. AlphaFold était probablement le plus visible et le plus gros et le plus influent. Il y en a eu d'autres, certains de mes collaborateurs en fait à Meta et à New York University, un effort qui s'appelle ESMFold, qui est maintenant une start-up. Mais bon, c'est vraiment quelque chose qui a eu une énorme influence sur la biologie. Ce prix Nobel est tout à fait mérité. Et effectivement, aussi bien Demis Hassabis que Jeff Hinton que John Hopfield ont émis des hésitations sur les dangers possibles de l'IA. Je ne les suis pas sur ce terrain, je suis beaucoup plus optimiste. On peut effectivement imaginer tout un tas de scénarios catastrophes, mais ce qui est important, ce n'est pas d'imaginer ces scénarios catastrophes, c'est de faire en sorte que les systèmes sont utilisés à bon escient. Et en ce sens, je crois que j'ai plus de confiance dans la capacité des sociétés humaines et démocratiques, etc., du système, à tirer le meilleur parti des nouvelles technologies que mes collègues tels que Jeff Hinton. Il est un petit peu pessimiste sur l'histoire, peut-être dû à son histoire personnelle ou à ses opinions politiques, mais je suis beaucoup plus optimiste qu'eux. Ceci dit, aussi bien les uns que les autres sont tous très optimistes sur le potentiel positif de l'IA. C'est-à-dire le fait que la science, les progrès de la science vont accélérer avec l'IA, et si l'IA est bien partagée, va contribuer au progrès de l'humanité. Ils sont tous très positifs là-dessus. Alors, ma recommandation pour les étudiants va être différente pour les étudiants de premier cycle et les étudiants en master ou en doctorat. Donc, pour les étudiants de premier cycle, ma recommandation, c'est étudier des sujets dont la durée de vie est longue, c'est-à-dire des mathématiques, de la physique fondamentale. Ça peut paraître surprenant, mais pour bien comprendre l'apprentissage automatique, si vous avez le choix entre un cours sur la programmation de téléphone mobile ou un cours de mécanique quantique, prenez la mécanique quantique. Beaucoup des mathématiques, en fait, se correspondent. Vous prenez un cours de physique statistique, ça vous sera extrêmement utile. Ou un cours de mathématiques d'algèbre linéaire ou de géométrie différentielle, d'optimisation, qui sont des maths appliquées, de calcul numérique, etc., de calcul scientifique. Donc, de choses dont on sait qu'elles ne vont pas se démoder. Parce que la technologie va évoluer très vite. Et donc, si on veut s'adapter aux changements technologiques, il faut avoir des bases solides qui ne vont pas, elles, se démoder. Donc, c'est ma première recommandation. N'étudiez pas la technologie, étudiez la science, étudiez des domaines fondamentaux. Il sera toujours temps, après, de les appliquer et d'apprendre comment les appliquer. C'est beaucoup plus facile. Et il vaut mieux apprendre les techniques fondamentales quand on est jeune. Et puis, par la suite, alors si vous êtes intéressé à l'intelligence artificielle, ou à l'intelligence naturelle, d'ailleurs, une fois que vous avez acquis ces connaissances de base, d'ailleurs, ces connaissances de base, on peut les acquérir en faisant des études d'ingénieur aussi, qui sont très fortes au niveau mathématique également. Par la suite, on peut appliquer ça à des domaines divers. Donc, peut-être à l'informatique, peut-être au centre de l'ingénieur, peut-être à des sciences
dans lequel l'intelligence artificielle peut être appliquée, sciences des matériaux, biologie, génomique, imagerie, quel que soit le domaine, etc. Sciences des matériaux, je pense, est extrêmement prometteuse, l'utilisation de l'IA dans la science des matériaux. Ça nous permettra peut-être d'aider à résoudre des grands problèmes de l'humanité, comme le changement climatique, etc. Avec de nouveaux matériaux, on pourrait peut-être construire de nouvelles batteries, de nouvelles méthodes de stockage d'énergie, de nouveaux catalyseurs pour séparer l'hydrogène de l'oxygène avec l'énergie solaire, pour stocker l'énergie. En fait, le problème de stockage d'énergie est un énorme problème. Et puis, on peut aussi appliquer ça aux neurosciences, aux sciences cognitives, la psychologie expérimentale, etc. Donc, beaucoup de choses intéressantes à faire dans les sciences, à la connexion, à l'interface entre les sciences, la médecine et l'intelligence artificielle. Une dernière recommandation pour les étudiants. L'intelligence artificielle, jusqu'à présent, a révolutionné certains domaines traditionnels de l'IA, reconnaissance de la parole, reconnaissance de l'image, ou analyse compréhension d'image, traitement de la langue naturelle. La prochaine révolution est en robotique. La décennie qui vient va être la décennie de la robotique. Donc l'intersection entre la robotique et l'intelligence artificielle est très prometteuse dans les années qui viennent.